Et on va faire un objet, cette fois-ci de Filippino Lippi, qui est donc le fils de Fra Filippo Lippi. Alors, c'est là, je vous ai dit qu'effectivement, la question de ce que Vasari raconte est assez étonnant, parce que tout se joue sur ça, et que c'est assez important. Filippino Lippi, donc Filippino, le petit Philippe, Filippino Lippi est né en 1456 et il est mort en 1504. Il est donc le fils, et c'est là où il faut bien faire attention, il est donc le fils de frère Filippo Lippi et d'une nonne qui s'appelle Lucrezia. Comment elle s'appelle la nonne? Lucrezia Butti. Et alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Eh bien oui, c'est toute l'affaire du scandale de la famille Lippi. C'est que Filippo Lippi, le père, celui dont on a vu l'annonciation Martelli, quelques années après, il va recevoir une commande et il va entièrement peindre à fresque le chœur du Duomo de Prato. C'est là où apparaîtra, dans le banquet d'Hérode, la première Nympha Fiorentina, telle que l'indiquera Aby Warburg, et qui reconnaîtra cette question de cette dimension dynamique et cinématographique dans la peinture. Et on sait, ou pas, mais on dit que cette Salomé qui est peinte dans le banquet d'Hérode, dans le cœur du Duomo de Prato, c'est Lucrezia Butti. Et que on raconte que le frère Filippo Lippi est tombé fou amoureux de cette nonne, et que donc ça a été toute une affaire absolument rocambolesque, qu'ils ont été obligés de faire appel au pape, etc. Et l'histoire est assez drôle, parce que c'est Vasari qui le raconte, et c'est que le pape a accepté, chose totalement délirante, que ce frère puisse vivre dans une maison avec cette sœur, et qui ont vécu leur plus parfait amour pendant ce temps-là, parce qu'ils finissaient la commande de la réalisation des fresques de Prato. Et au milieu de tout ça, 1557, est né Filippino Lippi. Filippino Lippi, qui est, comme moi je considère comme un des peintres les plus importants de la Renaissance, et d'une Renaissance particulière, qui est ce qu'on appelle donc la deuxième partie de la Renaissance, qui est la Renaissance dite... oui, c'est là la suite. Et de la Renaissance dite Renaissance expressionniste. Il y a une première Renaissance qui est la Renaissance la plus classique, qui est celle qui est essentiellement, dont on trouvera Botticelli comme étant un des grands éléments, un des grands modèles de ça. Et puis, on va commencer à avoir quelque chose, et c'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui, vous montrer à partir de ça, donc voir la différence évidemment entre le père et le frère et le fils, ce que Filippino Lippi va produire à cet endroit. Juste, je rappelle une chose qui est extrêmement importante, parce qu'un jour, j'essaierai, si un jour j'ai le temps, il faudrait que je le fasse. Il faut considérer, parce que c'est très étonnant de voir la différence entre tout ça. Filippino Lippi va réaliser à partir de 1484, il va finir le cycle de la chapelle Brancacci à Santa Maria del Carmine, qui est considéré comme un des grands chefs-d'œuvre de la ville de Florence. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce cycle avait été commandité à Masaccio. Masaccio meurt en 1428. Et donc, 60 ans plus tard, c'est Filippino Lippi qui va reprendre la suite de ça. Alors pourquoi? Pour une raison qui est très simple, c'est qu'on le donne à Filippino Lippi. Alors déjà parce que Filippino Lippi est techniquement extrêmement bon, mais surtout parce que le père de Filippino Lippi, c'était Filippo Lippi, et que Filippo Lippi a eu comme maître Masaccio. Et donc on a considéré qu'il y avait une continuité, et que donc toute la structure de la Cappella Brancacci, elle est liée à ça. Je ferai un jour un filiconi là-dessus pour vous montrer à quel point Filippino Lippi est un peintre tellement délirant qu'il a réussi à forger quelque chose, à comprendre le style de Masaccio et à augmenter la question du style de Masaccio. Donc je vous montrerai ça un autre jour. Je ferai un truc autour de ça. Moi, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est une fresque qui a été réalisée, alors c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous réexpliquer ça le plus simplement possible. Une fresque qui a été réalisée à la toute fin du 15e, donc entre 1487 et 1502, 1502 qui est la mort donc de Filippino Lippi, et qui a été réalisée pour ce qu'on appelle la Cappella Strozzi, la chapelle Strozzi. Strozzi était une des richissimes familles de Florence, et qui est une chapelle qui est à Santa Maria Novella. Alors, c'est une chapelle, donc il y a 3 murs. Moi, je vais vous en montrer qu'un bout. Ces 3 murs sont divisés. Il y a donc 4 scènes, puisqu'il y a la scène qui est à droite, à gauche, avec la coupole qui est au-dessus, et le truc. Et puis, il y a toutes les grisailles du fond. Moi, je vais vous en montrer une seule des scènes, qui est celle-ci. Qui est un objet, alors qui est un objet, mais c'est un objet qui me fascine depuis toujours. C'est un objet que je trouve d'une densité et d'un délire absolument incroyable.
qui est donc une sorte, là aussi, de truc qui est d'une immense instabilité dans l'histoire de la Renaissance, parce que tout est là aussi, mais qui est encore bien précurseur de ce qu'on a vu chez Andrea del Sarto, puisque là aussi, sur la couleur, l'instabilité des couleurs, c'est absolument incroyable, et que tout ça, on va essayer de comprendre, et que, avec ce qu'on a dit sur Andrea del Sarto, et sur la question des couleurs, peut se poser cette question de savoir pourquoi ce personnage est vert, quasiment au centre. Je vais essayer de vous proposer un certain nombre d'hypothèses autour de tout ça, et je vais essayer de vous proposer une lecture un peu étrange de cet objet. Cet objet a été commandité par la famille Strozzi, donc a été commandé par Filippo Strozzi, d'où la raison, enfin, je vais vous expliquer pourquoi derrière, mais donc commandé par Filippo Strozzi, et a été commandé au tout début des années, enfin entre les années 1486-1488. Ça a été commandité à ce moment-là, puis pour plein de raisons, ça a été postponé parce que Filippo Lippi est allé réaliser la Cappella Carafa à Rome, à Santa Maria sopra Minerva, qui est un autre chef-d'œuvre dont on pourra reparler une autre fois. Et donc l'objet a été postponé et il le réalisera qu'à la toute fin, entre 97 et 1502. Et là aussi, politiquement, il y a suffisamment d'objets qui vont nous intéresser aussi pour comprendre en fait comment les choses se sont placées à cet endroit. Donc, c'est une commande de Filippo Strozzi qui meurt en 1491 et ses fils et neveux vont continuer la commande et vont continuer à payer Filippino pour cet objet. Le mur de droite représente, en deux scènes, représente la vie de Saint Philippe. Il représente, donc ça c'est la scène qui est ici, il représente Saint Philippe contre le dragon, et la scène d'au-dessus, ça représente le crucifiement de Saint Philippe. Je vous invite à regarder cet objet, le crucifixion de Saint Philippe, qui est absolument démentiel d'un point de vue stylistique et d'un point de vue de l'expérience de ce qu'est cette peinture. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une scène qui a été popularisée à partir du XIIIe siècle parce que Jacques de Voragine, dans les légendes dorées, en parle, qui est une scène qui raconte la vie de Saint Philippe, et particulièrement de Saint Philippe à Hiérapolis, avec cette anecdote du dragon. Alors, qu'est-ce qui se passe en deux mots? De toute façon, on ne va pas y rester 20 ans sur ces questions-là. Saint Philippe qui essaye de convertir les gens de Hiérapolis, donc on est au 1er siècle de notre ère, est confronté à... On l'oblige à venir faire une offrande au temple de Mars. Ce qu'on voit ici, c'est donc le temple de Mars. Et au moment où Saint Philippe arrive dans cette obligation, c'est-à-dire contraint de faire une offrande au temple de Mars, de la margelle du temple, une pierre s'ouvre et sort un monstre affreux et surtout un monstre extraordinairement pestilentiel, qui est ce petit monstre que vous voyez ici, qui est là, avec le trou dans la roche, etc. Saint Philippe est donc ici. Ici, ce que vous voyez, c'est le grand temple, c'est le grand prêtre du temple de Mars de Hiérapolis. Et au moment où ce monstre pestilentiel sort, il fait mourir le fils du grand prêtre. Et ici, ce que vous voyez qui est absolument extraordinaire, les gens se bouchent le nez tellement le monstre est pestilentiel. Alors, j'essaierai de vous proposer une hypothèse à la fin pour essayer de vous proposer un certain nombre de choses autour de ça. En tout cas, la chapelle est faite pour Philippe Strozzi et l'ensemble de l'iconographie est autour de Saint-Philippe. Et la scène qui est proposée ici est ça. Alors, moi, je voudrais m'intéresser sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire vous décrire cet objet et vous décrire comment ça marche, parce que cet objet est particulièrement compliqué pour arriver à comprendre l'ensemble des éléments. Déjà, la première chose qu'il faut arriver à comprendre, c'est que c'est un objet qui est étonnamment saturé. Pour une fin du 15e, tout début du 16e, on est sur quelque chose qui est extrêmement saturé, extrêmement complexe. C'est ce qu'on appelle la période de la Renaissance, qu'on appelle la période de la Renaissance expressionniste, et ce qu'on va appeler le proto-maniérisme, puisqu'on est déjà il aura énormément influencé la suite. Cette œuvre a été toujours vue, puisqu'elle est sur la chapelle de droite, après la chapelle du centre, Santa Maria Novella, et donc elle a toujours été extrêmement connue, et elle a été un point de référence pour la compréhension de cette question de la Renaissance. Je vous ai dit tout à l'heure que entre 1488 et 1493, Lippi part à Rome, il fait un voyage à Rome assez long, pendant lequel en fait il répond à une commande qui est faite, qui est celle de la chapelle Carafa à Rome, dans l'église Santa Maria sopra Minerva.
Alors, un jour, peut-être, j'en reparlerai. C'est une fresque absolument incroyable, qui est là aussi une représentation de la vie de saint Thomas d'Aquin. Il y a énormément de choses à dire sur cet objet, qui est extrêmement important. Ce qui est sûr, c'est que Lippi a donc vécu quelques années à Rome, et donc en vivant à Rome, il a pu voir un certain nombre de choses, et surtout, il a pu voir énormément d'antiquités. Et donc, notamment un certain nombre d'hôtels qui étaient conservés dans les collections du Vatican, d'hôtels romains, et notamment un hôtel de Mars qui est encore actuellement conservé dans les collections du Vatican. Donc, ce que vous voyez ici est une sorte de synthèse un peu fantasmatique, une synthèse de l'Antiquité. Alors ça, c'est un premier point pour arriver à comprendre, et que cette synthèse de l'Antiquité, elle va rencontrer quelque chose d'autre, qui est la question du premier christianisme et des nécessités de représenter le premier christianisme. Donc ça, c'est un premier élément qui est important à comprendre, puisque tout se fait à partir de ça. Deuxième chose que je voudrais vous montrer, c'est que le tableau est construit comme ça. Il est construit. Alors, ce qui est très étonnant dans sa construction, c'est trois carrés parfaits, qui s'enchassent et qui vont fabriquer à la fois la structure du tableau et la diégèse du tableau. C'est très étonnant. J'ai passé il y avait des années que j'essaye de comprendre ce tableau et sa structuration, et cette question généralement, c'est toujours des problèmes, parce que le point de fuite est très étrange. Alors, le point de fuite, je vous l'ai marqué, hein. Le point de fuite, il tombe pile ici, au bas de l'hôtel, et donc il suit la question de l'architecture, et il suit toute la structure avec le tableau. Mais le point de fuite ne nous dit pas grand-chose, parce qu'on s'attendait un peu à ce que le point de fuite tombe ici. En fait, ce qui est vraiment étonnant, c'est cette manière de construire le tableau à partir de ces trois carrés. Le premier indicateur, c'est évidemment ce cadre qui est ouvert, puisque la diégèse déborde sur les côtés et qui est lié au cadre, et donc ça dit quelque chose. Je vous parlerai de ce personnage sur le côté. Et puis après, donc il y a trois cadres, qui est la question de la diégèse du temps historique, la question des temps antiques et la question du temple, et cette question de cette confrontation entre ces deux entités, qui est le paganisme et la chrétienté. Et là, on y arrive. Première hypothèse centrale, c'est que cette fresque, est le sujet de cette fresque, c'est la question de la lutte et du triomphe du christianisme sur le paganisme. Alors, premier élément, parce que la structure du tableau l'indique et qu'on le montre, c'est-à-dire que l'histoire nous le dit, Jacques de Voragine le raconte, hein, c'est que le monstre sort de ce trou qui est sous le temple. Ce monstre qui est si pestilentiel tue des gens, dont le fils du grand prêtre, et que les gens sont tous en train de s'évanouir derrière la pestilence du truc. Saint Philippe s'adresse au dragon et dit « Maintenant tu t'en vas ». Le dragon s'en va, il ne reviendra plus jamais. Saint Philippe ressuscite ceux qui sont morts, et tout se passe bien. Et à partir de ça, Saint Philippe réussit une masse de conversion délirante sur les habitants d'Hiérapolis. Bon. J'ai oublié de vous dire que Hiérapolis, on est aux alentours on est sur la partie ouest de la Turquie. Donc voilà, récit comme ça du triomphe de la chrétienté sur le paganisme. Et si on regarde un peu plus comment le tableau fonctionne, on va s'apercevoir que oui, effectivement, c'est bien ce que raconte le tableau, c'est bien un triomphe de la chrétienté sur le paganisme. Alors, première chose ici, puisque Saint Philippe triomphe du grand prêtre qui est à la fois terrorisé par le monstre, par la mort de son fils, etc., etc. Deuxième chose, c'est que au-dessus du temple de Mars, qu'est-ce qu'on a au-dessus du temple de Mars? On a deux sculptures qui représentent des figures féminines, des figures de la chrétienté, qui sont en train de faire agenouiller des condamnés, qui est symboliquement la représentation de la chrétienté qui fait agenouiller le paganisme. Qu'au centre, on a trois lampes qui sont évidemment les représentations de la Trinité, et que sur le haut, rajouté donc dans une couleur différente, puisque le temple est bariolé, tandis qu'au-dessus, on est sur de la pierre blanche, sont rajoutés ces ces textes qui sont extrêmement étranges, qui, si on les lit, parce que ce sont des réductions, si on les lit, on les a les uns après les autres. On a ex ici, hoc, triumpho, deo maximo, victoria. Et donc, qui veut dire tout simplement que, à partir de là, ex hoc, à partir de là, on peut mesurer le triomphe du Dieu, du plus grand des dieux, deo maximo, et de sa victoire. Donc, c'est effectivement, il n'y a absolument pas d'ambiguïté, c'est bien
c'est bien le sujet du tableau. Le tableau représente le triomphe du plus grand des dieux, Deo Maximo, qui est donc le dieu des chrétiens sur tous les autres dieux, puisqu'il est évidemment au singulier et pas au pluriel. Et si on monte encore un peu plus, c'est là où l'ensemble de... Donc on a toutes les grisailles qui sont autour. Si on monte un peu plus, on a évidemment ici, qui est juste au-dessus de ces 3 lampes qui représentent la Trinité, on a 2 anges lampadophores, qui tiennent donc évidemment 2 grands candélabres. Qu'est-ce que ces anges tiennent? Ils tiennent une Véronique. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la Véronique? Il y a évidemment le calice et la patène, qui est la question du sacrifice et de la communion. Donc on est bien sur une lecture qui est d'une évidence absolue, c'est bien la question de la représentation du triomphe de la chrétienté sur le reste. Donc une fois qu'on a compris ça, on va commencer à comprendre un certain nombre d'organisations structurelles du tableau. La première chose, c'est donc, on voit un premier truc qui est donc la trouvaille stylistique de Lippi, qui est de poser la question de la chrétienté dans une colorimétrie qui est stable, qui est la colorimétrie de la grisaille et la colorimétrie du marbre, tandis que le monde antique est du côté de l'instabilité et du bariolé. C'est-à-dire, il y a 36 000 couleurs, les colonnes, il n'y en a même pas une qui est stable parce qu'elles ont toutes une couleur différente. Il y a des marbres colorés, il y a des marbres verts pour les chapiteaux, il y a d'autres bruns, il y a les rouges, il y a toutes sortes de couleurs. Et il y a un entassement absolument délirant entre, derrière, évidemment, les butins, puisque c'est le dieu de la guerre, derrière les butins, et de l'autre, l'entassement de tous ces comment j'ai oublié le nom, mais l'entassement de tous ces objets qui sont des offrandes, pardon, de toutes ces offrandes qui sont faites, des offrandes d'armes qui sont faites au dieu Mars. Qu'est-ce qu'on remarque sur le dieu Mars? Le dieu Mars, on remarque qu'il donne l'impression qu'il est vivant, donc il est à peine une sculpture, il est dans une représentation assez étrange, sauf qu'il tient une arme qui est cassée et qui est usée, et qu'il est entouré de deux de ces représentations, et donc ce qui prouve évidemment le fait que Lippi ait travaillé à Rome pendant longtemps, parce qu'il l'a vu sur un certain nombre de représentations, qui sont les 2 animaux qui entourent systématiquement Mars, qui sont évidemment le pivert et le loup. Et donc j'ai oublié de vous dire qu'on a évidemment en bas, on a 4 bustes, des bustes Télamon qui soutiennent le temple, et on a dans l'ordre ce qu'on appelle un Hermès cryophore ou cryophoros, qui est un Hermès qui a donc sur les épaules un mouton, suivi d'un Héraclès, suivi d'un Dionysos et suivi d'un faune qui tient une dépouille de chèvre. Donc on a, voilà, là aussi, c'est cette, alors qu'on retrouve, hein, il y a la flûte de Pan ici, il y a la corne d'abondance, etc., etc. Il y a la massue, de trucs, etc. Donc on a une représentation qui est volontairement calculée par Lippi, une représentation d'une saturation, d'une incohérence et d'un gigantesque bazar qui dit effectivement cette idée que le paganisme, c'est le chaos. Et qu'on a évidemment en dessous sur toutes sortes de structures, sur les personnages et sur la représentation des personnages. Alors, deux autres commentaires très importants. Ce que va faire Lippi, c'est il va donc fabriquer sur les côtés 2 ensembles de foules qui vont fabriquer la diégèse de cet objet, qui vont fabriquer quelque chose qui doit se passer normalement à Hiérapolis au 1er siècle. Et donc, il va mélanger toutes sortes de costumes, toutes sortes de représentations, rendant encore une dimension très profondément chaotique à cet espace. Donc, vous avez à la fois entre les candélabres, entre les oriflammes et tous ces objets qui sont posés. Ce qui est important de voir, c'est que le personnage qui est ici, qui est donc à l'extrême droite, qui est donc dans le cadre, qui est donc dans la diégèse la plus extérieure, ce personnage qu'on appelle l'Africain dans ce tableau, ce personnage est important parce que ce personnage a été le secrétaire particulier de Filippo Strozzi, donc qui est représenté dans le tableau. La partie du dessus, je vous laisserai regarder, la partie du dessus qui est donc le crucifiement de Saint-Philippe, on voit cette fois-ci Filippo Strozzi peint avec son fils. Ici, c'est le secrétaire qui est là. C'est-à-dire qu'on est sur une représentation qui est donc une représentation qui dit qu'il y a quelque chose à voir du côté du contemporain. Et alors, c'est là où les choses vont commencer à être un peu passionnantes. Moi, ce qui m'intéresse et qui m'a obsédé pendant très longtemps, c'est de dire, ok, ce tableau, cette fresque, pardonnez-moi, représente le triomphe du christianisme sur le paganisme. Or, on le sait,
il y a un certain nombre de couleurs, notamment le jaune et particulièrement le vert, qui ont toujours été considérées comme étant les couleurs de l'instabilité. Or, de manière très étrange, Lippi peint Saint-Philippe avec une immense toge verte, qui est très étrange. Alors ça m'a beaucoup obsédé cette question, et de comprendre pourquoi Philippe est habillé en vert, la couleur qui est reprise par un certain nombre d'entablements à l'intérieur du temple païen. Donc c'est très compliqué cette question du vert, c'est-à-dire que normalement il devrait plutôt avoir une autre couleur. Alors, il faut reprendre un certain nombre de choses. On est donc à la fin du XVe siècle. Or, il faut se souvenir quand même que de 1491 à 1503, c'est Alexandre VI Borgia qui règne, c'est-à-dire le fameux moment de la grande dépravation du Vatican. Donc c'est important. Donc il n'est pas impossible que le vert de Saint-Philippe renvoie à cette idée que, malgré tout, il y a un problème du côté de l'Église. C'est-à-dire, certes, Dieu a été triomphant à un moment, mais du côté de l'Église, c'est autre chose et c'est un peu plus compliqué. La deuxième chose, c'est qu'il faut se souvenir quand même, et qui est une chose extrêmement importante, il faut se souvenir qu'à Florence, de 1494 à 1498, c'est Savonarola qui règne. Savonarola a fondé une théocratie d'une violence infinie, et Savonarola, avec l'ensemble des gens qui adhéraient à son truc qu'on appelait les pleurants ou les chouineurs, Savonarola avait démultiplié des bandes privées, des milices privées dans la ville qui venaient contrôler que personne ne faisait la fête, que personne ne buvait, que personne ne s'habillait. On pouvait avoir des taxes si on était habillé trop coloré, etc., etc. On est dans une phase, entre 94 et 98, on est dans la théocratie extrêmement violente de Savonarola. En mai 1498, Savonarola, à la suite d'une ordalie, Savonarola est condamné au bûcher avec ses camarades. Donc les trois sont pendus puis brûlés sur la place centrale de Florence. Et donc, cette fresque, elle a été faite immédiatement après ça. C'est-à-dire que le moment historique de cette fresque, c'est à la fois Alexandre VII qui dirige la papauté, et Alexandre VII, Borgia, qui est quand même le moment où Savonarola lui-même dira que Borgia est la grande prostituée qui avait été nommée dans l'Apocalypse. Savonarola qui se fera excommunier par Alexandre VII, enfin bon, etc., etc. Savonarola qui a construit cette chose. Et donc, ma proposition, elle est la suivante. C'est que, il faut savoir aussi que Philippe Strozzi, qui est mort en 91, mais ses enfants ont suivi. Philippe Strozzi, famille richissime de la ville de Florence, en plein centre de Florence, on a encore aujourd'hui le Palazzo Strozzi. Philippe Strozzi et sa famille ont toujours été les ennemis politiques absolus de Savonarola. Donc l'hypothèse de considérer cette peinture, qui est donc une peinture qui a été marquée d'un point de vue stylistique pour qu'elle soit la plus impressionnante possible, c'est de considérer, que ce tableau représente effectivement le triomphe de la chrétienté sur le paganisme. Mais que à partir du vert et de cette position particulière de Saint-Philippe, qu'elle montre aussi la question d'une crise de la chrétienté et d'une crise de l'institution de la chrétienté. Ce que Saint-Philippe met en crise à ce moment-là, qui est l'institution du temple et du paganisme, se joue aussi sur cette question. Et enfin, troisième hypothèse, c'est qu'au fond, ce monstre pestilentiel qui est chassé par Philippe, c'est Savonarola. Puisque la famille Strozzi était totalement contre. Et ça a été, Vasari ne le dit pas, mais Vasari insiste sur le fait en disant que Lippi est un immense génie parce qu'il dit cette trouvaille de ce trou avec ce caillou à côté du bâton du bâton de prêche de Philippe. Vasari trouve que la trouvaille technique et que la trouvaille esthétique est parfaite. Et donc l'hypothèse, c'est de considérer effectivement que c'est à la fois que cette iconographie a été parfaitement choisie comme structure pour produire un discours religieux, mais surtout et profondément pour produire un discours politique. Et donc cette instabilité, c'est l'instabilité de l'institution, et ce monstre, c'est Savonarola qui vient d'être tué l'année où
où Filippo Lippi a commencé le travail de cette fresque. Ça commence en 98. Savonarola meurt en 98. Et ensuite de ça, c'est jusqu'en 1502, à la mort de Lippi. En tout cas, la fresque est achevée. Voilà pour le commentaire sur Lippi. Questions, commentaires? Ça va. J'ai respecté les temps. Commentaires sur ce petit chef-d'œuvre ou non? Comme question? Ouais, dis-moi, Raphaël. Tes 3 carrés jaunes, t'as dit que tu savais pas exactement ce que c'était, c'est ça? Quels 3 carrés jaunes? Quand tu structures les 3 carrés jaunes. Ah si, je sais très bien ce que c'est. Les 3 carrés jaunes, ça c'est le premier carré jaune qui est délimité par le cadre qui est